Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Une femme, Véronique Salmon, ancienne journaliste à RTL, psychanalyste, autrice, conférencière et TEDx speaker, ça je vais lui demander ce que ça veut dire, enseignante et consultante en recrutement. En recrutement, c'est quoi TEDx, petit Alors, speaker? les talks TEDx, on dit TED, TEDx, ce sont des conférences, des mini-conférences qui se passent dans le monde entier et qui mettent en scène des gens dont on a estimé, donc c'est jamais eux qui prétendent à faire une conférence, mais on vient les choisir pour le sentiment qu'on a que leur œuvre est importante, en tout cas qu'elle peut contribuer au bien-être de l'humanité. Et donc, j'ai été désignée pour parler notamment de la question du contrôle et de l'hypercontrôle. Et en psychanalyse, l'hypercontrôle, c'est quand même une névrose. L'hypercontrôle, c'est l'idée que rien de ce qui se passe dans notre entourage ne puisse nous échapper et qu'on doive tout surveiller, tout faire, tout organiser pour que tout se passe bien, pour que rien ne soit raté, pour que... Voilà, c'est cette idée que sans nous, rien ne se pourrait. Or, c'est pas vrai, c'est illusoire. Donc, c'est une névrose. Vous consultez sur deux cabinets, un près de Lille et un au Touquet. Vous consultez par Internet des particuliers et des professionnels. En 2020, vous avez publié la trilogie inconsciente La comprendre pour aller mieux à The Book Edition. C'était un concept inventé par vous-même sur la base de 3 ans d'observation de vos patients. Et là, vous venez de publier aux éditions du Dauphin Je me libère du passé, comprendre ses erreurs pour ne plus les répéter. Quelle est la différence entre ces deux livres? Alors, je dirais que le premier servait poser les bases de mon concept, qui est un concept sur les erreurs répétitives. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui ai inventé la compulsion de répétition, c'est très bien documenté dans la bibliothèque de la psychanalyse en général, mais j'ai inventé un concept qui permette de l'expliquer facilement aux gens, et notamment à mes patients, et qui dit, si on souffre de quelque chose dans l'enfance, et en psychanalyse, on peut souffrir d'être adoré de sa mère, c'est pas uniquement de la maltraitance. Si on souffre de quelque chose, bah, quand on est petit, on est obligé de s'y adapter pour cesser d'en souffrir. Et donc cette adaptation va produire quand même quelque chose de très tordu quelque part. C'est que si on normalise une situation de souffrance, eh bien comme c'est normal, on va la reproduire, ou sur soi, ou sur les autres, ou sur les deux. Et donc, c'est cette trilogie-là, souffrance, normalisation, reproduction, qui m'a permis d'être connue sur cette question-là et de contribuer avec ma modeste part à la pensée psychanalytique. Puis, il faut dire que ce premier livre qui était auto-édité, il venait au moment où le Covid commençait à s'installer. Et plus rien n'était possible, les bibliothèques fermaient, je ne pouvais plus faire de conférences, les librairies même fermaient, les éditeurs se mettaient en veille quelque part. Et donc, je me suis dit que l'auto-édition, c'était la seule façon de pouvoir poser comme ça les jalons de ce concept. Et il se trouve qu'une patiente, une de mes patientes, a trouvé cette idée formidable et a eu à cœur de la promouvoir auprès d'un éditeur, quel qu'il soit, et les éditions du Dauphin ont répondu à sa demande à elle. Et donc, les éditions du Dauphin m'ont demandé, très justement d'ailleurs, de revoir ce livre pour en faire non seulement un principe théorique, mais aussi un véritable testimonial. Et donc, au travers d'une vingtaine de cas, je crois, j'explique comment, dans tous les compartiments de la vie, eh bien, cette trilogie inconsciente fonctionne. Et les gens ne s'en rendent même pas compte. Donc le but du jeu, c'est à la fois de leur indiquer que ça se passe dans toutes les situations les plus anodines, à la maison ou au travail, en famille, entre amis, avec des enfants, des parents. Eh bien, en fait, on reproduit malheureusement ce dont on a souffert, sans même s'en rendre compte. Et même les gens qui me disent, moi, je ne ferai jamais ce qu'on m'a fait quand j'étais petit, eh bien, en fait, se trompent et le réalisent en psychanalyse. Donc le deuxième livre est plus axé sur la redéfinition plus sophistiquée du concept, l'illustration par les exemples et les solutions inhérentes à chaque situation. Alors, depuis la pandémie, ça n'a pas eu que du mauvais. 43% de plus de jeunes adultes entre 10 et 18 ans et qui sont venus vous consulter. Il y a beaucoup plus de jeunes qui s'intéressent à Oui, eux. oui.
J'ai appelé ça le nouvel âge d'or de la psychanalyse parce que je me rends compte que, il y a un public qui vient à la psychanalyse qui n'était pas là avant. Moi-même, moi j'ai bientôt 60 ans, là, en janvier prochain, janvier 2025, quand je- quand j'ai fait ma psychanalyse, j'ai passé quand même 15 ans à faire ça, en plusieurs tranches. euh, J'étais une des rares à pouvoir faire ce genre de démarche. Pourtant, j'habitais Paris, je travaillais dans des grands médias, enfin. euh, mais maintenant, les jeunes se disent, je veux être heureux, mais je ne sais pas comment y arriver. Je veux prétendre au bonheur, mais j'ai pas les codes. Je ne sais pas ce que mon histoire a produit en moi et j'aimerais le déterminer. Et je me rends compte que mes relations ne sont pas optimales et je me confronte à une réalité qui n'est pas heureuse et j'aimerais pouvoir faire autrement. Et il y a des tas de gens, des artisans, des commerçants, des chefs d'entreprise, des médecins qui se disent, j'ai essayé d'être heureux, mais j'ai pas réussi. Et donc, quand les gens viennent, ils sont très factuels, ce ne sont pas des grands intellectuels, mais c'est pas grave, parce que la psychanalyse d'aujourd'hui s'est énormément réformée pour devenir accessible, compréhensible et surtout interactive. Et le mieux à comprendre de tout ça, c'est que quand les gens prennent rendez-vous, ils me disent, est-ce que vous parlez? Ben, je dis oui, je parle. Et d'ailleurs, Freud parlait beaucoup avec ses patients. Il parlait même tous les jours avec ses patients. Et donc, je reviens à une psychanalyse historique, je dirais, où on est vraiment dans l'interaction et dans l'échange avec les gens pour les aider à élaborer. Sinon, ça prend trop de temps. Et donc, maintenant, une psychanalyse, elle prend 5 fois moins de temps qu'avant. C'est-à-dire combien de temps? Bah, disons que si j'avais fait ça dans les conditions que j'applique moi-même maintenant, j'aurais pas mis 15 ans, mais 3 ans. Et j'aurais compris des choses tellement déterminantes que ça m'aurait permis probablement de prendre d'autres décisions que ce que j'ai été amenée à prendre. J'ai pris trop de temps parce qu'on m'a laissé trop de temps mariner avec mes propres problématiques et élaborer des choses qu'on m'a pas beaucoup aidé à faire. La psychanalyse d'aujourd'hui, elle se veut plus interactive pour aider les gens à élaborer des choses et sortir du factuel. Parce que raconter sa vie, c'est bien, mais la comprendre, c'est mieux. Alors, on dit de vous que vous êtes une psychanalyste de la vie quotidienne et dans vos consultations, vous posez la question à vos patients, avez-vous déjà vécu une situation analogue dans votre histoire et qu'est-ce qu'ils vous répondent? Ben, c'est ça l'idée, c'est qu'ils me disent non. En fait, ils me racontent ce qui les embrouille dans la vie du moment, donc dans leur présent, et puis ils racontent, et plus tard, au détour d'une séance, ils me racontent leur histoire, leur expérience de vie d'enfant. Et en fait, ils ne se rendent pas compte que c'est la même problématique. Ils n'ont pas fait le lien. Donc quand je leur dis, quand j'entends leur contemporanéité et qu'ils me disent, et qu'ils me disent non, j'ai jamais vécu ça avant, c'est parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'il y a quelque chose de plus symbolique à comprendre. Parce qu'évidemment, les âges sont différents, les illustrations des processus sont différents, mais c'est quand même les mêmes processus. Donc par exemple, si quelqu'un vient se plaindre d'être dévalorisé dans son travail, d'être, de ne pas accéder à une promotion ou d'être malmené par des collègues. Ben, en réalité, il va me raconter ça et il va pas faire le lien avec l'idée, par exemple, que dans sa fratrie, c'était pas drôle, qu'il était le vilain petit canard dans les réunions de famille et qu'on le pointait du doigt comme étant celui qui n'était pas assez ou trop quelque chose. En fait, c'est exactement la même situation, mais avec 30 ans, 40 ans d'écart, voire plus. Donc, en fait, c'est ça qui est important. Les situations d'embrouille du présent ne sont pas des rencontres, ce sont des retrouvailles par rapport à un système dans lequel on s'est conditionné. Et le comprendre, faire le lien entre les deux, permet quand même de s'apercevoir que c'est l'histoire d'une vie entière. La dévalorisation, le fait d'être trop ou pas assez quelque chose, et que ça, pour le coup, c'est réformable. Parce que le point, c'est de dire, on ne peut véritablement reproduire que ce qui est inconscient. Dès l'instant où c'est porté à la conscience, c'est tellement flagrant qu'il y a un avant et un après. D'où l'intérêt d'en prendre conscience. Alors justement, si les personnes se sont rendues compte qu'elles ne voulaient pas reproduire ce qu'elles désapprouvaient de leurs parents, qu'est-ce qui les pousse à les reproduire? Conditionnement. En fait, quand on est défini d'une certaine manière petit, et même si c'est une source de souffrance, on va se convaincre que
peut-être les autres ont raison. Pourquoi on fait ça? Bah, parce que l'appartenance à ce système familial se joue. Si on n'était pas d'accord avec ce que les parents disent, par exemple, bah, comment on ferait dans la vie? On est trop petit. Donc l'idée, c'est de dire, bah, ils ont certainement raison et moi, je peux me culpabiliser de penser qu'ils ont tort parce qu'ils sont plus grands que moi, donc je vais les croire. Et à partir de là, on finit par croire quelque chose n'est qu'une projection de ce que nos parents nous disent de nous. Vous savez, moi, quand j'enseigne la psychosociologie, notamment dans des écoles de communication, de marketing, d'ingénieurs. Je pose une question aux étudiants. Ils ont entre 20 et 24 ans, disons. Et je leur demande comment est-ce qu'on vous appelait quand vous étiez petit? Ben, je vous assure que c'est pas très chouette. Souvent, ils me disent turbulent, casse-cou. Il y a même une fille qui m'a dit un jour, j'étais une chieuse et on m'appelait la chieuse. J'ai une patiente qui me dit, je n'aimais pas comme mon père me surnommait, il m'appelait Kingston parce qu'elle était un petit peu replète quand elle était petite. Donc, vous voyez que c'est pas drôle. Donc, je pose cette question et eux-mêmes se rendent compte, ces jeunes, que bah, c'est pas drôle d'être appelé comme ça. Mais la deuxième question est encore plus frappante, c'est que je leur demande si finalement ils le sont restés. Et ils me disent que oui. Et en fait, ils se sont agrégés à une définition que leurs parents ont fait d'eux-mêmes et ne l'ont pas remise en question. C'est troublant. C'est Est-ce très qu'il troublant. est-ce qu'il y a des élèves, enfin des étudiants qui vous ont dit qu'ils n'avaient pas de souvenirs et qu'à la rigueur, on ne les appelait pas? Alors ça, c'est vrai, et ça arrive très souvent, et c'est le pire de tout, parce que en fait, c'est pas qu'on les appelait pas, c'est que l'absence de souvenir est la question la plus symptomatique en psychanalyse, c'est qu'il y a une occultation nécessaire pour ne pas souffrir. On fait entrer là un mécanisme de défense qui dit, vaut mieux que je me rappelle pas, parce que si je me rappelais, ça serait vraiment pas beau. Et donc, je peux m'amender de cette question historique. Et il y a des tas de gens qui arrivent en psychanalyse, ils ne me demandez pas ce que j'ai fait dans mon enfance, je suis incapable de vous répondre. Donc j'essaye par des biais, mais ça donne des choses fascinantes. Par exemple, quand c'est très traumatique, j'arrive à dire, mais comment on était installé à table quand vous étiez enfant? Eh bien, en fait, il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, mais moi, je n'étais pas souvent à table parce que j'étais souvent par terre. Voilà, un enfant qui a été vraiment reclus, ostracisé littéralement, parce qu'il était pointé du doigt comme étant celui qui n'était pas le bienvenu. Et il a traîné ça toute sa vie avant de le comprendre. Euh, L'occultation, c'est un mécanisme de défense. Il y a aussi des enfants, des gens à qui je dis, mais quand vous étiez petite, comment vous alliez à l'école? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous venait vous chercher? Bah, tout d'un coup, ils se disent, bah non, je rentrais tout seul ou je partais tout seul. Bon, mais c'était loin. Bon, ben non, c'était pas loin. Et si je pose pas la question, mais loin comment ou pas loin comment? Ils disent, bon non, c'était pas loin, c'était à environ 2 kilomètres. Bah oui, mais pour un enfant en maternelle, c'est là où on voit en fait une peinture sociale, une peinture historique, familiale, au travers de cette question du quotidien-là. Et l'anecdote du quotidien, elle prend tout son sens. C'est-à-dire que là, pour le coup, elle n'est pas anecdotique du tout. Elle est fondamentale de comprendre ça. Et c'est parce qu'on arrive à redonner une réalité à l'histoire que la personne sort de son occultation. Elle dit oui, en effet. Moi, d'ailleurs, mes enfants, je ne les laisse pas faire 20 mètres tout seuls. Et donc, forcément, vous voyez que on arrive à des sujets d'une intensité très importante et qui est nécessaire pour faire le terreau d'une bonne psychanalyse. Alors, c'est intéressant aussi de se poser de la question de qui était à table et les repas de famille. C'est une question que je me pose, là, qui était à table et qui mangeait avec moi? Parce qu'il y a aussi ça, il y a des gosses qui mangent tout seuls dans la cuisine et d'autres qui sont... Absolument. ouais. Absolument. Alors, à un moment, vous parlez de la colère et vous dites, il y a ceux qui s'effacent et ceux qui se manifestent. La colère rend l'autre responsable du problème, mais parfois c'est le cas. Moi, je dis parfois c'est le cas que l'autre est responsable du problème. Vous dites que la colère nous fait nous sentir forts, l'utiliser pour lutter contre la déprime. Moi, pour ma part, la colère, ça m'a jamais senti que ça me rendait forte. C'est ça que je comprends pas. C'est Alors, plutôt ridicule, quoi. disons que la colère, c'est l'antidote de la tristesse. Quand on est triste, on est plombé. Et quand on est triste, c'est parce qu'on a intégré en soi que le problème, c'est nous. On ne sait pas faire,
on n'est pas assez quelque chose, autre quelque chose, on n'arrive pas à se faire aimer parce que on est tordu. Euh, En fait, le problème de la tristesse, c'est que on s'accuse souvent de ne pas être suffisamment apte. Alors que quand on se redresse, quand on s'érige, eh bien, en fait, il y a une forme de pulsion de vie qui naît là-dedans. Et pour s'extraire comme ça de cette tristesse qui plombe et qui paralyse et qui nous fait être down, vous voyez, je fais ce geste-là pour dire ah, vraiment, on est à plat dans la tristesse de la déprime, eh bien, on s'extirpe de cette tristesse en se mettant en colère. Et là, je reprends un thème qui était très cher à Mélanie Klein, qui s'appelle les positions de Mélanie Klein, que j'ai un peu adapté à ma sauce, où j'explique qu'en fait, cette position-là, très érigée, très colérique, elle permet d'être en position schizoparanoïde. La schise, c'est la coupure, je me coupe en deux, schizophrène. La schise, c'est je me coupe de l'autre parce que c'est lui le problème. Et c'est là toutes les luttes sociétales ou sociales, ou l'agrégation même des luttes, des colères, qui fait qu'à un moment, on se sent très très puissant, beaucoup plus que quand on était à plat. Et ce sentiment-là d'en vouloir à l'autre est bien plus utile pour pouvoir se dresser que quand on était triste et qu'on n'y arrivait pas. Donc en fait, très souvent, on va accuser le voisin, l'épicier du coin, l'ami, le parent, peu importe le gouvernement, enfin tout- toute la planète si on veut, pourvu d'éviter de revenir à c'est moi le problème. En fait, quand on désigne l'autre comme étant le problème, c'est pas forcément faux, hein, je comprends bien votre remarque, mais quand on fait cette démarche, c'est souvent pour éviter d'être là. C'est un mécanisme inconscient, bien sûr. Oui, Bien sûr. justement, à un moment, vous dites que notre civilisation est celle de la reproduction, et dans les cours d'histoire, nous apprenons que les conflits agissent comme des points de repère chronologiques dans nos mémoires. L'examen des civilisations au travers de leurs crises, que ce soit les guerres plutôt que l'étude des périodes de paix et de prospérité. Nous sommes dans des sociétés fatalistes, assistant immuablement au retour des régimes autoritaires et des régimes que ce soit prévisibles. Et ça, vous mettez ça en rapport avec un système coercitif tel qu'il a pu s'exprimer au travers de l'action parentale. Ça, j'ai bien aimé cette façon dont finalement on peut vivre en ce moment ce qui se passe aussi dans la société. Oui, l'exemple le plus frappant actuellement, c'est l'extrême droite en Israël, qui est d'une, comment dire, Cruauté. qui a apporté un tissu autoritaire, coercitif, violent et dictatorial, alors qu'en fait, c'est un peuple qui a toujours souffert de la dictature, la coercition d'autrui. Je dirais, il y a un moment, c'est une reproduction. Donc on peut imaginer toute forme de reproduction. On revient à des régimes autoritaires, voire militaires. On revient à des... mais il y a une raison à ça, une raison inconsciente et dans l'inconscient collectif. C'est l'idée qu'en fait, il faille comprendre l'humain comme étant dans une nécessaire demande à la fois de stimulation, de structuration et de reconnaissance. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on emploie notamment, c'est un principe qu'on évoque en analyse transactionnelle, et c'est Eric Berne qui avait inventé ce principe-là, qui disait que nous avons besoin de stimulation, sinon nous ne serions que des larves. Donc nous avons besoin d'interaction, de regard de l'autre. Tout ça, c'est pour nous mettre en stimulation. C'est ce que fait la maman et le bébé vis-à-vis du bébé. Mais nous avons aussi besoin de structuration parce que sans une ossature, nous serions tout déliquescents, tout mou. Et nous avons besoin d'un cap, d'un guide, de rails, d'une structuration de l'organisation pour pouvoir savoir qui on est par rapport à l'autre, etc. Ça fait partie des demandes finalement inconscientes de l'humain. Nous avons besoin de reconnaissance aussi parce que sans ce que l'autre dit de nous, euh, nous ne serions pas grand-chose. C'est bien la maman qui, quand le bébé est devant le miroir, dit, c'est toi là. En fait, c'est pas lui, c'est son image. Mais l'enfant a besoin de passer par le tiers pour savoir, pour pouvoir s'approprier ce qu'il est et ce qu'il fait. Et donc, c'est cette reconnaissance-là qui est indispensable à l'humain. Et ce serait plutôt du côté du père en ce qui concerne les guerres et la dictature. Vous dites que le sujet amoureux, le partenaire amoureux est un peu le symbole de la bonne mère, c'est-à-dire du côté de la mère. On cherche une mère dans l'amour. Alors,
Le couple, c'est effectivement le retour à la mer. C'est bizarre à dire comme ça parce que ça fait un peu glauque et pourtant, c'est quand même une réminiscence de ce qui nous a paru très, très, très loin et qu'on retrouve, c'est-à-dire le pot à pot, les bisous, les câlins, la tendresse. On ne l'avait pas vécu avec autant d'intensité depuis l'enfance. Et donc, en psychanalyse, on dit que c'est le retour à la mer. Oui, mais quelle mer? Et il y a des tas de couples qui reproduisent des schémas. C'est ce que je dis dans mon livre, notamment au travers de l'exemple de Jean, par exemple. Il a tellement, comment dire, il s'est tellement imbriqué dans la distance et la froideur de sa mère qu'il n'a pas compris que dans sa relation de couple, il était en train de la transposer aussi. Voilà une reproduction. Et c'est ce que j'appelle une trilogie. Et donc les gens maintenant, quand ils se mettent en couple, ils me disent, est-ce que je suis pas en train de faire une trilogie? Et puis ils réfléchissent à ça. Vous voyez, ça a l'avantage de s'approprier le concept. Le retour à la mer, oui, mais dans de bonnes conditions. Et puis surtout, il y a quand même une différence qu'il faut produire dans le couple par rapport à ce qu'il y avait avec la mer, c'est qu'il n'y a aucune inconditionnalité. On ne peut pas aimer inconditionnellement dans le couple. Or, en fait, la grande erreur des couples, c'est de croire qu'il faut retrouver un amour immodéré comme la mer l'a produit et d'en jouir continuellement. Mais non, le couple, c'est ça qui doit être modifié au nom de la maturité qu'on a par rapport à ce qu'on était petit. C'est que ben, on est bien obligé de se dire, je ne peux être digne d'être aimé que si je me rends aimable, et c'est pareil pour l'autre. Donc c'est plutôt, au lieu de j'ai des besoins et l'autre dit j'ai des besoins, remplis-les, comme un enfant le demanderait à la mère, c'est plutôt de dire je suis la seule personne qui te connaissent si bien pour t'apporter ce dont tu as besoin et j'y consens parce que je me sens capable de le faire et désireuse ou désireux de le faire, mais je ne pourrais le faire qu'à la condition que la réciprocité soit vraie. C'est-à-dire que toi-même, tu sois la seule personne au monde capable de répondre et satisfaire à mes besoins. Et ainsi, nous serons harmonieusement en couple. Parce que sinon, c'est deux antagonismes. Enfin, c'est un antagonisme de deux personnes qui luttent sans arrêt à la vie, à la mort, pour ce qui leur paraît fondamental. En fait, ce qui compte, c'est que le fondamental, on puisse le décrire, mais on puisse le demander à l'autre. Et inversement. Oui, moi j'avais entendu un homme appeler sa femme maman. Ah ben voilà, Quand il l'appelait maman parce qu'il y avait des enfants. Ça m'avait assez exactement. amusé. Exactement. Ouais, vous parlez de Il y a trop de confusion, en fait. C'est pour ça qu'il faut faire attention. l'angoisse de la femme enceinte, que ce soit la peur de la mort ou peur de ne pas aimer autant le deuxième enfant. Ça, c'est traité dans votre livre, la peur de ne pas suffisamment aimer son Mm. deuxième enfant. Et c'est surtout qu'en fait, là, vous faites référence au cas que je raconte de Joy, qui est une jeune maman qui a une petite fille déjà et qui est enceinte d'une deuxième petite fille. Et là, c'est le drame. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans toute sa lignée de femmes, être une femme n'est pas véritablement le statut le plus privilégié dans la famille. C'est au contraire une contrainte et une assignation à finalement ce que l'on connaît, enfin ce que tous les féministes ont dénoncé depuis 50 ans. Et elle ne peut pas aimer ce deuxième enfant, elle ne sait pas comment faire pour l'aimer, parce qu'en fait, elle se dit elle-même qu'elle n'a pas réussi à faire un garçon pour l'épargner de cette assignation. Donc, elle est bien empêtrée dans cette histoire-là, qui est une histoire transgénérationnelle. Et comment faire pour sortir d'un schéma de reproduction? Bah, c'est finalement d'aimer cette petite fille et de cesser de l'assigner. Donc, vous voyez que là aussi, il y a une trilogie, là aussi, il y a une reproduction inconsciente. C'est que la mère, avant elle, a dit la même chose, la grand-mère a dit avant elle la même chose. Ah, c'est une fille. Dommage, parce qu'elle n'aura pas la vie rêvée que je pouvais imaginer pour mon enfant. Donc, ne pas l'aimer, c'est pas trop l'investir, parce que de toute façon, ça va pas produire des bons effets. Donc, la seule façon de modifier le cours des choses et de ne plus reproduire, bah, c'est d'aimer cette petite fille et de ne pas la signer. De toutes les souffrances que l'être humain subit, outre la douleur, les plus pénibles sont liées au manque et au vide. Au vide, hein, c'est peut-être les plus grosses souffrances, le manque et le vide. C'est vrai parce que, en fait, tout est parti de l'idée de base selon laquelle, quand nous sommes petits, nous avons un terrible besoin de reliance, notamment avec notre figure d'attachement. En général, c'est quand même la mère, ça devient différent maintenant. Mais de toute manière, la personne qui va faire office d'eux, et ce lien d'attachement, il est censé nourrir et enrichir la question affective. Or, quand l'accordage ne s'est pas fait au tout début avec la mère biologique, la mère d'adoption ou
la personne qui s'occupe de l'enfant, il y a effectivement une forme de mécanisation du maternage, c'est-à-dire que on va s'occuper de l'enfant, on va le langer, on va le retourner, on va le laver, l'habiller, même le rendre très joli garçon, très jolie petite fille. Mais il n'y a pas ce supplément d'âme qui fait qu'on est dans une dynamique affective. Et ce manque va persister. Et de ce manque-là, ça va créer des addictions, puisqu'en fait, on va chercher une solution de compensation de ce manque. Et puis aussi, il faut comprendre que dans le manque ou le vide, il y a un rempart à ça, c'est l'agitation. Et donc, toutes les personnes qui sont hyper agitées, qui ont un comportement quasi hystérique sur les choses, qui s'inquiètent énormément, qui s'affolent pour un rien, qui disent avoir tout le temps des angoisses, eh bien, c'est juste une façon de remplir l'espace pour éviter le vide. L'angoisse, du moins l'agitation, c'est un rempart au vide. Et donc, c'est quand même dommage de s'infliger à ça à soi, parce que c'est quand même terrifiant, c'est spectral, et en même temps à l'entourage qui est pas là forcément pour, euh, comment dire, subir cette angoisse du vide. Donc il faut bien traiter non pas le symptôme qui est l'angoisse, mais ce qui a produit ce sentiment de vide constant. Et là, on retrouve évidemment la question de la carence affective. Mm. Alors, dans les remerciements, tout au début de votre livre, vous citez beaucoup de personnes de votre famille, des amis, de votre entourage, mais en revanche, sur vos parents, vous n'avez aucun sentiment d'héritage. Et si vous êtes parvenu à vous épanouir, ce n'est certainement pas grâce à eux. On pourra dire que vous salissez leur mémoire, puisqu'ils ont abîmé votre enfance et que leurs défaillances sont à l'origine de vos erreurs répétitives. Vous dites, nous sommes quittes. Cette phrase en toute première page m'a un peu choquée. Est-ce que c'est pas grâce à eux plutôt qu'à cause d'eux que vous êtes devenu ce que vous êtes? C'est-à-dire que je peux dire que je suis devenue ce que je suis grâce à ce que j'ai compris de Voilà. l'histoire qu'ils m'ont infligée. Mais il y a des tas de gens qui ne la comprennent pas, cette histoire, et qui continuent à souffrir de ce manque et de cette absence ou de cette défaillance. Mon livre, finalement, il dit bien son nom dans le titre, Je me libère du passé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment, la compréhension de là d'où on vient doit nous permettre d'aborder la suite de notre vie de manière plus éclairée et plus légère. Donc en fait, alors c'est pas tout à fait ce que je dis parce que dans la suite du livre, j'explique quand même qu'il y a toujours un tri à faire. Par exemple, je me suis beaucoup affiliée à mon père parce que mon père était un homme extrêmement joyeux. Et je me suis d'une certaine manière beaucoup affiliée à ma mère parce que ma mère était quelqu'un d'extrêmement éduqué. Et encore maintenant, je ne dis jamais un gros mot. Ça ne m'arrive jamais. Même quand je suis fâchée, interloquée ou peu importe, ça ne me vient pas spontanément. Donc en fait, c'est le tri qui compte. Mais ce qui est certain, c'est que la défaillance de mes parents, que j'explique quand même assez régulièrement, au travers d'ailleurs des autres parents, eh bien, cette défaillance-là, elle parle de la défaillance des parents, elle ne parle pas de la mienne. Et c'est ça que je veux inspirer aux gens, c'est de dire qu'en fait, quand on a des parents défaillants, ça ne parle que d'eux. Et qu'il n'y a pas de raison d'inverser les polarités et de s'accuser de quelque chose qui n'a pas été conforme à leur demande. Oui, mais est-ce qu'il y a des parents parfaits? En fait, c'est pas ça, c'est pas une question de perfection, c'est une question d'intention. Quand on investit un enfant et quand on a à cœur d'être dans sa parentalité, enfin, la parentalité, on peut la résumer très simplement. C'est mettre l'enfant en protection parce qu'il n'est pas assez mûr pour pouvoir s'en charger tout seul et l'accompagner dans ses apprentissages. C'est quand même ça, là, l'ambition d'être parent. C'est pas d'obtenir un trophée enfant pour pouvoir le brandir et dire voilà, j'ai gagné un statut. Vous comprenez, il y a quand même il y a quand même une intention dans la parentalité. Et cette intention-là, il me paraît intéressante de la faire vibrer. Donc, c'est pas grand-chose que de protéger un enfant et de l'accompagner dans ses apprentissages. C'est même réjouissant, c'est même accomplissant. Or, quand un enfant se rend compte qu'il est une charge pour ses parents, ça parle de la défaillance parentale, ça parle pas de lui. Et donc, ça permet quand même d'éviter cette culpabilité considérable que se traînent des milliards d'enfants sur Terre, de dire, ben voilà, moi, j'ai pas été ce que mes parents voulaient, et donc, je suis nul. Et donc, je vais me vivre comme quelqu'un de nul qui ne peut pas prétendre à grand-chose. En fait, bien sûr qu'on peut prétendre au bonheur. Et c'est pour ça qu'en fait, ce livre est un livre de solutions, parce que j'explique notamment dans une des solutions
que ce qu'il faut apprendre à des parents, c'est qu'ils n'ont pas à être parents toute leur vie de nous. À un moment, ils n'ont plus à être nos éducateurs. Or, il y a des gens quand même, et les fêtes de fin d'année en sont l'illustration parfaite. Quand on rechigne à aller quand même dans des réunions de famille, bah, c'est souvent parce qu'on va continuellement être considéré comme infantile. Alors qu'en fait, on a grandi, on a un permis de conduire, on a soi-même des enfants, on paye nos impôts et qu'on devrait arrêter d'être infantilisé par des parents qui ne peuvent pas considérer de lâcher ce rôle-là sous prétexte que peut-être il ne servirait plus. Or, apprendre à nos parents à un moment à ne plus être des parents mais être des proches, bah, c'est déjà beaucoup. Et ça fait partie des solutions que je propose. Ouais, je suis d'accord avec vous, mais regardez, moi, les fêtes de Noël, je veux Mm. dire, je suis la dernière sur la liste, c'est-à-dire que mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, mes parents sont plus là. Donc, quelque part, ben, je suis plus l'enfant de personne non plus là. Vous C'est comprenez ce que vrai? je veux dire? Il y a un C'est petit vrai. manque quelque part. Bon, vous dites quand ça ne va pas dire pour l'instant, et ça, c'est important, hein. Oui. Et je me rends compte que c'est très utile pour les gens qui s'empêtrent beaucoup dans une plainte assez, on appelle en psychanalyse, on appelle ça le disque rayé. C'est-à-dire que cette plainte, elle continue, 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 comme une espèce de litanie. Et en fait, à un moment, on peut dire, ça ne va pas pour l'instant. Ce qui sous-entend qu'on peut se proposer une autre perspective. Et ça éclaircit le champ d'une certaine manière. Ça optimise quelque chose. Ça rend possible quelque chose. Et la psychanalyse, c'est ça. C'est de rendre possible quelque chose qu'on n'avait pas imaginé avant. C'est d'ailleurs ce que disent les gens. Ils disent, tiens, ça, je ne l'avais pas vu comme ça. On vient d'optimiser quelque chose. On crée une perspective qu'il n'y avait pas. Oui. Vous abordez beaucoup de sujets, hein, le syndrome de l'imposteur, qui est la peur de l'échec, les situations de non-choix, être perdant quoi qu'on fasse. Thomas ou la persistance de la haine, un deuil impossible à faire d'un père haï qui s'est suicidé. Enfin, Peut-on? c'est pas le fait qu'il se soit suicidé. Dans l'histoire de Thomas, c'est le fait qu'il était un père déplorable. Oui, mais en plus, comme il s'est suicidé, je veux dire, ça doit rajouter une couche, hein, parce que Ouais, Et on puis, ne on doit peut pas plus trop rien lui aimer que ses dire. parents se suicident. Bon. Oui. Alors, peut-on et doit-on pardonner pour se libérer du passé? Alors moi, je ne crois pas du tout au pardon parce que en réalité, je pense que c'est pas le sujet, le vrai sujet. Ce qui compte souvent, c'est de se pardonner à soi-même. Parce que pardonner à l'autre, mais qui sommes-nous pour le faire? Vous admettrez vous aussi que les gens disent, mais mes parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Donc, qu'est-ce qu'on a à leur pardonner? On n'a rien à pardonner. En revanche, on a à comprendre la mélasse dans laquelle probablement on a été et comment faire pour s'en sortir. Donc, pour moi, le pardon n'a pas d'intérêt. Et je crois que là, je m'inscris de manière différente par rapport à beaucoup de courants de pensée humanistes autour du pardon qui guérirait. Le pardon n'a jamais rien guéri. En revanche, la compréhension, oui. C'est pour ça que je dis réflexion, compréhension, changement. Le pardon, il n'a pas sa place là-dedans. En fait, notre accomplissement ne dépend que de nous. Personne ne va le faire à notre place. S'il y a des gens pour qui le pardon est important, bah, tant mieux. Mais il y en a d'autres pour qui ça ne fait rien et pour cause, et je peux bien le comprendre parce que ça ne change pas la donne. En revanche, comprendre ce qu'on a sur le cœur et ce qui nous bloque, ce qui fait barrage à notre accomplissement, ça oui, c'est déterminant. À la fin, vous avez 18 conseils face aux parents défaillants, et donc le dernier des conseils, c'était demander un mea culpa à nos parents défaillants, qu'ils soient vivants ou morts, non? Oui, alors mort c'est difficile, mais vivant, je pense même que c'est plutôt une solution que j'adresse aux parents et non pas aux enfants. C'est-à-dire que je dis aux parents, vous pouvez dire que vous n'avez pas su faire et les enfants l'attendent pour pouvoir s'apaiser. En fait, je n'ai pas un contre-exemple pour vous dire que ça ne marche pas tout le temps. Ça marche tout le temps. Quand le parent accepte cette humilité de dire, écoute, je suis tellement désolée que ça se soit mal goupillé entre toi et moi, parce que j'ai pas su ça, j'ai pas pu faire ça, j'ai pas compris. Mais maintenant, je comprends et je m'en excuse. Ça résout tous les problèmes relationnels. Le livre s'appelle Je me libère du passé, comprendre ses erreurs pour ne plus les répéter, de Véronique Salmon, et c'est publié aux éditions du Dauphin. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour terminer cet entretien, Véronique? Ben, j'espère en tout cas pouvoir contribuer à la réflexion que chacun doit mener pour savoir s'il est sur la bonne voie. Et je m'explique par là,
c'est qu'en fait, comme je dis que notre accomplissement n'appartient qu'à nous, si on regarde juste au travers de ce que nous vivons là, dans le présent, nous omettons quand même un point essentiel, c'est qu'à la fin de notre vie, nous sommes censés nous accomplir et être dans une forme d'intégrité morale. Où on dit, bah oui, j'ai été aimé, mes enfants me rendent visite, j'ai gardé une forme d'intégrité où j'ai su décider de choses importantes. Parce que le contraire, c'est le désespoir du grand âge où on n'est pas visité par ses enfants, où on n'a rien légué, où on a finalement beaucoup stagné. Et ce livre, pour moi, il est fait pour que les gens se disent, je peux me préparer à mon intégrité très tôt. Et c'est ce que les jeunes commencent à comprendre. Les jeunes, il y a quelque temps, on leur disait, payez pour votre épargne quand vous serez vieux. Ils disaient, mais jamais de la vie. Or, maintenant, ils se disent, en fait, je dois voir au-delà du guidon. Je dois voir très, très loin. Avoir une vision très durable de ma vie pour que je génère sans arrêt des choses, que j'avance sans arrêt, que j'apprenne sans arrêt, pour me dire à la fin de ma vie, ça a été plein et entier. Parce que nous sommes confrontés à la finitude de notre vie. L'idée, c'est de se mettre en chantier pour qu'elle se finisse de la meilleure des manières, notamment dans la relation à l'autre. Voilà. Vous avez un site internet? Oui, j'ai un site internet, c'est www.véronique-salman.com et il y a également dans ce site internet une série de 20 webinaires, je crois, sur des tas de sujets de la vie courante, la gestion des émotions, le couple en trois parties, la perversion narcissique, qui est quand même un grand sujet chez moi ou que j'ai beaucoup étudié, euh, comment devenir un adulte, comment bâtir son avenir. Ça va aussi jusqu'à comment interpréter les rêves et qu'est-ce qu'on pourrait trouver dans la vie quotidienne pour le passer au crible du microscope de la psychanalyse. Bref, il y a des webinaires qui sont accessibles et que vous pouvez télécharger ou visionner sur YouTube. Donc, en fait, tout ça pour dire, je contribue et j'espère être entendue. Merci beaucoup d'Index Allemand. Merci à vous. Merci de votre invitation.